Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé de lecture, que je n'ai pas parlé de livres. Et il y a quelques semaines, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. J'hésitais entre une vidéo lecture et une vidéo routine capillaire parce que je me suis rendu compte, contre toute attente alors que j'ai l'impression d'en parler très souvent, que je n'avais pas parlé de routine capillaire depuis très longtemps. Vous avez été une majorité sur Instagram à voter pour les lectures. Ce qui m'a étonnée, j'avoue, parce que généralement la beauté et les cheveux sont un peu les sujets références, mais je suis agréablement surprise. On va parler de lecture aujourd'hui et je parlerai une prochaine fois de la routine capillaire. Alors dans cette vidéo, je vais pas faire comme à mon habitude, comme j'ai fait jusqu'à maintenant où je vous parlais de toutes mes dernières lectures, je vous disais ce que j'en pensais, si j'avais aimé ou pas. Là en fait, dans cette vidéo, j'ai voulu vous parler des derniers livres qui m'avaient marqué, ceux vraiment qui me sont restés en tête et que je ne peux que vous recommander. Ça ne veut pas dire que les autres livres que j'ai lus n'ont pas été intéressants ou tout simplement que je ne les ai pas aimés, pas du tout. Mais là en préparant cette vidéo, je me suis dit, allez, si tu penses aux dernières lectures qui t'ont marqué, qu'est-ce qui te vient automatiquement en tête? Et il y en a trois qui sont venus, trois qui vraiment ont été assez bouleversants, chahutants, je dirais. Je vais tout de suite vous les présenter. On va parler d'alimentation, on va parler de développement personnel et on va parler, comment dit-on, de libération. Moi, je dirais ça comme ça. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est L'art subtil de s'en foutre, un guide à contre-courant pour être soi-même, de Mark Manson. C'est un best-seller apparemment dans le domaine, on va dire, du dev perso. J'en avais rapidement entendu parler, mais je trouve qu'on n'en entend pas assez parler par rapport à ce que c'est. Mark Manson, en fait, c'est un blogueur à la base, un blogueur star suivi par plus de 2 millions de lecteurs. Il s'est vachement fait connaître justement pour parler du dev perso et de philosophie de vie, mais avec un ton très décalé. On a l'impression que c'est un pote qui nous écrit, qui nous parle. J'ai trouvé ça hyper cool, hyper agréable à lire, surtout quand on parle de philosophie de vie, de mode de vie, de dev perso. Plutôt que de vous inventer un résumé et de vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé, je vais vous lire la 4e de couverture et je vous dis ensuite ce que j'en ai pensé. Le discours ambiant nous pousse sans cesse à nous améliorer. Sois plus heureux, sois en meilleure santé, sois plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais il faut en finir avec la pensée positive, nous dit Mark Manson. Soyons honnêtes, parfois tout va de travers et il faut faire avec. Depuis quelques années, à travers son blog au succès phénoménal, Mark Manson explore les aspirations délirantes qui déforment notre perception du monde. Il propose ici sa sagesse pratique, joyeusement insolente. C'est en regardant en face nos peurs, nos défauts et nos incertitudes, en arrêtant de fuir et d'éviter, que nous pourrons trouver le courage et la confiance qui nous manquent tant. Mark Manson invite à un moment de parler vrai, en mode « je te regarde dans les yeux », fait d'histoire vécue et d'humour potache, un livre manifeste pour construire des vies plus réjouissantes, plus ancrées. J'ai adoré ce bouquin. Il est parfois présenté sur les sites comme le livre de développement personnel pour les personnes qui n'aiment pas le développement personnel, vous voyez? Et j'ai trouvé que c'était exactement ça. Pour moi, ce qu'il dit là, c'est en même temps du dev perso, tout en étant une déconstruction du développement personnel mainstream, celui qui se mélange de plus en plus à la spiritualité New Age, je dirais. Hyper simple à lire, hyper facile, comme je vous l'ai dit, le ton est vraiment décalé, un peu potage, c'est vrai. On a vraiment l'impression qu'un pote nous parle. Alors, je l'ai lu il y a très longtemps, je dirais peut-être même 1 an. Et j'avais pris des notes dans ce petit carnet que je n'ai pas relu depuis, d'accord? Je vais relire mes notes devant la caméra et comme ça, je vais voir un peu ce qu'il en est sorti. Il y a quand même pas mal de trucs, je vais peut-être pas tout vous dire, mais je vais vous dire en tout cas ce qui m'a le plus marqué. Avec ce livre, il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite sans souffrance ni échec, c'est impossible, mais plutôt de les accepter, de comprendre que c'est normal et d'apprendre à faire avec. Le fait de penser ça, en fait, ça entraîne un lâcher-prise, un je m'en foutisme joyeux. Et j'ai adoré en fait cette définition en fait du lâcher-prise. C'est pas de se dire quoi qu'il arrivera, ça sera génial. C'est d'être très réaliste face à la réalité, et parfois je trouve que c'est ce dont on manque dans le dev perso mainstream New Age, plutôt que de dire non mais tout est merveilleux, tout arrive pour une raison, des choses que j'ai pu dire moi aussi, attention. Et même si je comprends ce que sous-entend ces phrases, je sais qu'il faut parfois pas les prendre au premier degré, mais bref. Là c'est, la vie peut vraiment être de la merde, il peut arriver des trucs de merde, ça peut être catastrophique. Maintenant le vrai lâcher prise c'est d'accepter que ça fasse partie de la vie, et en fait à partir du moment où on accepte ça, que tous les jours ne sont pas merveilleux, que tout n'est pas exceptionnel, que l'on n'est pas forcément quelqu'un d'exceptionnel, que toutes les personnes ne sont pas exceptionnelles. Quand on accepte ça, là, il y a un vrai lâcher-prise interne qui entraîne une sorte de joie. Peut-être qu'il est là le vrai dev perso. Dans le chapitre 2, il développe une idée que j'aime bien,
le bonheur est un problème. En fait, c'est pas tant le bonheur qui est un problème, je pense que la recherche de bonheur est un problème. Comprendre que la souffrance fait intégralement partie de la vie. Nul n'y échappe, qu'importe la vie ou la situation de la personne. Il y a juste des degrés différents. L'insatisfaction et le mal-être font partie de la nature humaine et sont même nécessaires à la construction d'un bonheur tangible. J'ai trouvé ça aussi hyper intéressant de comprendre, et je sais pas ce que vous en pensez, c'est des trucs que j'ai déjà développés où je vous disais que parfois j'avais besoin enfin c'est même pas parfois, c'est que j'ai besoin de contraste en fait dans ma vie. Il faut peut-être arrêter de rechercher sans cesse les sources de bonheur, les sources de satisfaction, les sources de joie. Enfin non, on peut les rechercher, mais il ne faut pas essayer de supprimer le reste, parce que c'est grâce à ce reste-là, c'est grâce au contraste qu'on est capable de vivre les moments de joie, les moments de flow en fait. Il donne une définition aussi du bonheur qui est assez à contre-courant de ce que l'on peut voir dans la philosophie en général, mais j'ai trouvé ça très pragmatique et pas faux du tout. La vie est un enchaînement de problèmes. Le bonheur consiste à les résoudre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, ça va dépendre en fait de ce que vous mettez comme signification derrière le mot bonheur. Peut-être que ça va vous sembler, trop pragmatique, trop terre à terre que ça soit ça, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point en fait, quand on a des petits problèmes et qu'on les résout, qu'on trouve des solutions, c'est généralement à ce moment-là qu'on se sent le plus satisfait. C'est là qu'on est capable de ressentir le bonheur. Quand on n'a pas de problème, que tout va bien sur un très long terme, est-on vraiment capable de ressentir ce sentiment ? C'est une question que je pose. Alors je sais que justement le dev perso va vous dire que oui, il faut qu'on soit capable de cultiver ça, mais dans la vie de tous les jours, je trouve effectivement que c'est plus facile à ressentir quand on résout des problèmes, quand on termine des tâches, des trucs que l'on avait prévu de faire. Là, après, il y a un sentiment de satisfaction et donc une sorte de bonheur que l'on ressent. On est heureux quand on trouve des solutions. Le bonheur est alors une action, une activité, pas quelque chose qui tombe du ciel et qui est passif. J'aime beaucoup. Comprendre que les émotions sont cycliques, pas pérennes, c'est généralement ce qui nous procure de la joie qui va ensuite nous faire mal ou nous ennuyer. Plutôt que de se demander qu'est-ce que j'attends de la vie, se questionner sur quelle souffrance je veux. C'est intéressant ça. C'est, en fait, de toute façon, comprendre qu'on va ressentir de la souffrance et qu'il y aura des merdes dans nos vies. Juste se faire à l'idée de accepter ça, mais choisir ses souffrances. J'ai trouvé ça tellement vrai. Parce que, vous savez, il y a des vies qui font parfois rêver, des jobs qui font rêver, des situations qui font rêver, mais rien n'est 100% positif. Vous voyez, moi je fais un métier qui quand même fait rêver. Je suis blogueuse, je travaille de chez moi. J'ai la chance de vivre de mes créations, de contenu, de mes produits, tout ça. Ce qui est génial. Après, il n'y a pas du tout que des avantages. Il y a la souffrance des réseaux sociaux, du fait de se montrer, de travailler seul chez soi. Mais j'ai choisi ces souffrances-là. Il y aurait eu d'autres avantages à faire d'autres métiers, avec d'autres types de souffrances. J'ai choisi celle-ci. Quelle souffrance je veux ? Pourquoi j'accepte de souffrir? Pour qui je suis prêt à en baver? Une situation heureuse implique toujours de la souffrance, c'est l'équilibre. Exemple, une relation heureuse implique souvent des heures de remise en question et discussions pas simples. On a parfois des rêves mais on ne pense qu'au résultat, pas au chemin pour y arriver, pas au combat qui nous attend. Si l'on n'est pas prêt à affronter ce combat, à entrer dans la souffrance, justement d'où l'intérêt de faire la paix avec la souffrance, avec l'idée que souffrir est normal. Souffrir, je sais d'avance que vous allez me dire non, souffrir et ressentir de la douleur, c'est pas exactement pareil. Mais bon, le résultat ne sera jamais là. C'est qu'on ne veut pas vraiment. Si on n'est pas prêt à ressentir de la souffrance pour quelque chose, c'est qu'on ne veut pas vraiment cette chose-là. Personne n'a rien d'exceptionnel. Tout le monde a des problèmes et souvent les mêmes que nous. Nul besoin de se positionner en victime, en martyr. Il y a un peu une dictature de l'exceptionnel et je trouve ça assez vrai, surtout dans le domaine du dev perso. Comment dire? C'est aussi ce que j'ai aimé dans ce livre. Il commence un peu comme ça en disant arrêtez de croire que vous êtes exceptionnel. En fait, stop, arrêtez. Non, vous n'êtes pas un être merveilleux. Non, vous n'êtes pas exceptionnel. Non, vous n'avez pas forcément une mission de vie extraordinaire. Donc maintenant, vous pouvez relâcher la pression. Vous êtes quelqu'un de normal, de banal. Vis juste ta vie. Et j'ai trouvé ça hyper libérateur en fait. Ça peut être un peu le contraire. Alors je sais qu'à la base ça part d'un bon sentiment de se penser exceptionnel. En fait on a l'impression que c'est ce qui va nous enlever notre manque de confiance en nous. Alors qu'au contraire ça peut rajouter une pression. Ah bon, je suis quelqu'un d'exceptionnel donc je dois accomplir de grandes choses donc. Alors que non, en fait si on accepte juste le fait d'être banal, d'avoir une vie banale, de rien avoir d'exceptionnel, de pas être là pour une raison, waouh, il y a un relâchement qui se fait. Un vrai lâcher prise. Et c'est peut-être quand il y a vraiment ce lâcher prise que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Si on croit ça, si on a cette croyance qu'il y a une sorte de destin ou de mission, et ça ce n'est qu'une croyance, d'accord? Mais si on a cette croyance-là, il faut comprendre que ça viendra d'un lâcher prise et pas d'un truc mentalisé de ok, je sais ce que je dois faire, donc je dois trouver ma mission, donc je dois... Si vraiment il y a un destin, si vraiment on arrive là avec une mission, elle se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de mentaliser le truc. Non, un destin hors du commun ne nous attend pas tous. Et non, nous ne sommes pas tous extraordinaires. Sinon, par définition, plus personne ne l'est. Même si ça ne plaît pas à l'ego, accepter d'être insignifiant
Et d'avoir une vie qui ne compte pas plus que les autres fait beaucoup de bien. La pression s'apaise. On sera alors libre d'accomplir ce qui nous fait plaisir. Ce qui compte vraiment sans trop d'attente ou sans inhibition. J'adore. On a des certitudes qui se révèlent fausses avec le temps, l'art de cultiver le doute. Comment savoir si une expérience nous est positive ou négative? On peut juste savoir si elle est agréable ou pas. En fait, c'est ça. On ne peut pas savoir si quelque chose est négatif ou positif pour nous. En fait, on n'a pas assez de recul avec le temps pour ça. On n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour le savoir, pour le déclarer. Ça, c'est positif, même si ça a l'air de l'être. Ça, c'est négatif, même si ça a l'air de l'être. On peut juste savoir, on peut juste déclarer si c'est agréable ou désagréable. Le sens que l'on donne aux événements est bidon. C'est le cerveau qui invente les connexions. Les croyances sont bidons. Les souvenirs aussi, le cerveau les modèle pour qu'ils collent à nos expériences présentes, à nos croyances. Ça, c'est très vrai. Si vous vous intéressez à la psychologie, à la neuroscience et au fonctionnement du cerveau, on se rend compte de tout ça. Ne pas s'y fier. Peut-on vraiment se faire confiance? L'incertitude est la base du progrès. C'est hyper intéressant. Il faudrait que je le relise en fait maintenant. Ça vient tellement percuter ce que je vous disais un peu dans mon dernier vlog. L'échec est obligatoire, nécessaire, pas grave. Il parle aussi des relations amoureuses, j'aimais bien, j'aime beaucoup. Il dit que c'est vraiment un travail, c'est des discussions et c'est des progrès et que c'est normal que ça soit pas naturel tout le temps, que ce soit pas l'amour romantique comme on voit dans les films. Il parle de l'engagement aussi en général, pas que dans les relations, mais dans n'importe quel projet en fait. S'engager est la clé, projet, relation, goûter à la joie simple de toute l'expérience. Garder à l'esprit sa propre mort permet de goûter à la vie et de relativiser les difficultés. Voilà ce que j'avais noté, c'est quand même pas mal. Écoutez, le fait de vous en reparler, de relire mes notes me donne vachement envie de me remettre dedans. Donc je pense que je vais le relire. Je vous le conseille vraiment. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il fait des vidéos sur YouTube, Mark Manson, et il a un blog aussi. Il a une application où il fait des très très longs articles, où il reprend un peu des idées. Et il a une vision du dev perso ou de la philosophie de vie. Je dirais plutôt ça maintenant. Je vais arrêter d'utiliser le dev perso parce qu'il y a trop de choses maintenant qui ne me correspondent pas et auxquelles je n'adhère pas, qui sont englobées dans le terme développement personnel. Je vais plutôt utiliser le terme philosophie de vie. Je trouve qu'il a une vision de la philosophie de vie très déculpabilisante, qui aide à lâcher prise en fait, qui aide à véritablement lâcher prise. Allez, un deuxième livre maintenant, celui sur l'alimentation intuitive. Je vous en parlais dans mon dernier vlog. Il me remet tellement de choses en question que j'ai vraiment envie de vous en reparler aujourd'hui et de l'inclure dans ces livres qui sont marquants pour moi, qui sont bouleversants. Alors je ne l'ai pas complètement terminé, vous voyez, j'en suis, je dirais, à un bon 3/4. C'est un livre qui a été traduit en français par Eliane, que je connais sur les réseaux sociaux, qui est un peu la première coach certifiée en France sur l'alimentation intuitive. Qu'est-ce que l'alimentation intuitive? Déjà, je voudrais différencier, c'est un peu ce que j'ai compris en regardant des vidéos d'Eliane. L'alimentation intuitive, ce n'est pas s'alimenter intuitivement. L'alimentation intuitive, c'est la thérapie qui va vous permettre, grâce à un processus, grâce à 10 principes, grâce à de la conscientisation de plein de choses, d'arriver au bout à manger de façon intuitive. Faites la paix avec la nourriture, libérez-vous des régimes pour toujours, redécouvrez le plaisir de manger. Une approche anti-régime révolutionnaire. C'est un livre qui est écrit par 2 professionnels de santé, 2 diététiciennes. Lors de sa première publication, l'alimentation intuitive était révolutionnaire dans son approche anti-régime. Les autrices, 2 éminentes professionnelles de santé dans le domaine de la nutrition et des troubles alimentaires, invitent les lecteurs à voir leur corps de façon positive et à renouer avec leur sagesse intérieure en matière d'alimentation, à désapprendre tout ce qu'on leur a appris sur le comptage de calories et d'autres aspects de la culture des régimes, et à se renseigner sur les méfaits de la stigmatisation du surpoids. Aujourd'hui, leur message est plus pertinent et plus urgent que jamais. J'adore ce livre parce que, et c'est ce que je disais hier en story, je trouve qu'il va complètement à contre-courant de ce que l'on peut entendre. Je fais partie de ces personnes qui ont peut-être prôné, mais vraiment sans le vouloir et de façon très inconsciente, une culture des régimes, dans le sens où j'avais peut-être tendance à diviser les aliments plaisir, les aliments sains. Et là déjà, le fait de diviser, ça entraîne un système qui n'est pas bon. Ça ne veut pas vous dire qu'un Snickers est aussi sain qu'un brocoli. Bien sûr que non. Enfin, on n'en est pas là, on ne va pas se mentir non plus. Maintenant, d'étiqueter un Snickers comme malsain va entraîner en fait dans le cerveau une sorte de restriction de non, ça c'est pas bien, ça je n'ai pas le droit parce que c'est pas sain. Et plus on interdit quelque chose au cerveau, vous le savez, plus on en a envie. Et c'est un peu le problème des régimes en fait, c'est un peu le problème des restrictions alimentaires, c'est un peu le problème de ce truc qui est de on va vous apprendre les règles alimentaires et on va pas vous apprendre à vous écouter vous ni à écouter la sagesse de votre corps. Non, vous allez apprendre à nous écouter nous, professionnels de santé ou élaborateurs de régime plutôt. Généralement, quand on est enfant, on a l'instinct
de manger intuitivement. On s'écoute, on sait quand on n'a plus faim. Si on mange plein de cochonneries dans le sens plein de sucre, plein de bonbons, tout ça, naturellement on va s'arrêter parce que à un moment on n'aura plus faim ou ça nous fera mal au ventre. Alors qu'adulte, en fait, il y a tellement ces restrictions qui viennent biaiser le cerveau et les sensations qu'on n'écoute plus ça. Et même s'il y a des choses qui nous font mal au ventre, qui ne nous donnent pas envie au niveau du corps, on va le faire parce qu'il y a une notion de restriction autour et on ne supporte pas d'être restreint. Je vous l'explique pas bien et c'est un peu maladroit la façon dont j'exprime, mais c'est quand même tout un bouquin qui permet de comprendre que finalement, c'est en essayant de manger sainement, c'est en instaurant des règles, des modes d'emploi alimentaires qu'on s'éloigne de la véritable sagesse alimentaire que notre corps a naturellement. Je vais vous demander de ne pas argumenter sur le principe en commentaire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, je ne l'exprime pas bien et qu'on ne va pas pouvoir argumenter si vous n'avez pas lu le livre. Si vous avez lu le livre, vous allez pouvoir me dire je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord avec ça. Mais ne soyez pas en désaccord avec mes propos en pensant que vous êtes du coup en désaccord avec l'alimentation intuitive. Comme je vous le dis, je ne m'exprime pas bien, je ne peux pas résumer en 5 ou 10 minutes tout un bouquin, tout un principe, toute une thérapie. Mais en gros, c'est comprendre qu'à force de se restreindre, à force de s'imposer des règles, on est en train de faire le contraire et que généralement ce sont les régimes, les restrictions qui nous font grossir. En fait, le corps va s'équilibrer naturellement sur le long terme, ce qui n'est pas du tout le cas des régimes. Oui, si vous faites un régime, vous allez peut-être perdre du poids pendant quelques mois et ensuite, justement, vous allez rattraper ça parce que le corps va équilibrer. Le corps n'est pas du tout fait... En fait, ni le corps, ni l'esprit, ni le cerveau ne sont faits pour les restrictions. On n'est pas du tout conçu pour ça. Et donc, on réagit assez mal à ça. Oui, on va le vivre et on va réagir à ça sur le moment, sauf qu'à long terme, ça va s'équilibrer, donc on va reprendre et parfois en pire. Là où c'est intéressant et là où ça change, c'est que l'approche n'est pas du tout de perdre du poids. L'approche, c'est apprendre à avoir une bonne relation avec la nourriture, une relation saine avec son corps, avec les formes de son corps, avec la nourriture, avec le rapport que l'on a avec la nourriture. Souvent, le fait d'avoir un rapport apaisé à la nourriture entraîne, et encore j'ai du mal à le dire parce que j'allais vous dire ça va entraîner une perte de poids, mais si vous le faites pour ça, c'est contre-productif, ça sert à rien, vous ne pouvez pas duper votre cerveau. Si votre objectif c'est de perdre du poids et que c'est pour ça que vous vous intéressez à l'alimentation intuitive, vous n'allez pas pouvoir biaiser votre cerveau, vous n'allez pas pouvoir le tromper, ça marche pas. Par contre, si vraiment vous êtes dans l'intention de lâcher prise, d'avoir un rapport sain, d'arrêter avec vos prises de tête, votre obsession de la nourriture, et moi je parle de perte de poids, mais ça peut aussi de gagner du poids. Voilà, moi j'ai plutôt tendance à voir le contraire parce que c'est ce qui me parle le plus à moi, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Et là où je trouve ça hyper intéressant et là où ça se rapproche en fait finalement du premier livre dont je viens de vous parler, c'est que le problème du développement personnel selon moi, c'est que si le bonheur est le but, on s'en éloigne. Parce que si le bonheur est le but, en fait on met en place des stratégies en ayant l'impression qu'on va s'en rapprocher. Et finalement, c'est contre-productif, ça se retourne contre nous et à force, on est de moins en moins heureux. Et je dirais que c'est exactement la même chose pour les régimes. Alors, dans les régimes, là pour faire le parallèle, je dirais que le bonheur est égal à la perte de poids, c'est le but, en tout cas d'un régime généralement c'est de perdre du poids. Le but du développement personnel, c'est d'être heureux. C'est pour ça que j'associe les deux, hein. Je dis pas que pour être heureux, il faut perdre de poids, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et en fait, ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'une fois de plus, on est en train de dire, mais attendez, si votre objectif c'est de perdre du poids, vous allez vous éloigner de cet objectif à long terme. Vous allez avoir l'impression de tout mettre en place pour perdre du poids et peut-être que ça va marcher sur un court terme. Sauf qu'en fait, vous êtes en train, j'ai le terme anglais, de fucked up, vraiment de foutre le bazar dans votre corps, dans votre esprit et ça va se retourner contre vous plus tard. C'est pour ça que j'adore cette philosophie de nourriture parce que je trouve que ça se rapproche tellement de ce que je suis en train de déconstruire du développement personnel. Je vous le conseille vraiment vivement pour toutes les personnes qui ont été habituées à être au régime très très jeune, pour toutes les personnes qui ont l'impression d'être sans cesse au régime, d'être sans cesse dans la restriction, d'avoir un peu une obsession de la nourriture, que la nourriture prend trop de place, qui ont envie d'apaiser leur rapport à leur corps, à la nourriture, à l'alimentation, c'est un superbe livre. Et moi je trouve que c'est un superbe livre de développement personnel du coup, ou de philosophie de vie. En France, il est disponible seulement sur le site de Eliane, vu que c'est elle qui l'a traduit, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vous ne pourrez pas l'avoir chez votre libraire ou à la FNAC ou je ne sais pas où vous prenez vos livres. Et enfin, le dernier livre, pareil, c'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, mais qui vraiment me reste en tête et que j'aimerais relire maintenant. C'est le livre Indompté. Je vous en ai
énormément parlé sur mes vidéos YouTube, dans mes vlogs, j'en ai énormément parlé sur Instagram. Je pense que c'est le livre que je conseille à tout le monde. Alors, je ne l'ai pas sur moi parce que, en fait, je l'avais téléchargé sur ma tablette. Mais je vais vous lire le résumé que j'ai pris le soin d'aller chercher avant sur l'ordinateur. Comment être soi-même dans une société qui nous conditionne, qui nous inculque notre manière d'être, de nous comporter et de penser. Glennon Doyle est une femme follement inspirante. Mariée et maman de 3 enfants, elle a fini par dire stop. Elle a décidé de vivre son amour au grand jour avec la femme de ses rêves, d'écouter son intuition et de ne plus chercher à plaire au risque de se perdre. Elle partage dans ce best-seller son histoire, son parcours plein d'embûches et sa libération. Glennon Doyle nous communique son envie contagieuse d'être nous-mêmes à notre tour, sans aucune concession. J'ai adoré, mais adoré ce livre. Pareil, un peu comme le premier, le ton est très familier. On a vraiment l'impression que c'est une amie qui nous parle et pour résumer un peu la situation de Glennon Doyle à la base, une femme assez religieuse, très croyante, mariée à un mec génial, 3 enfants, 3 filles il me semble, je me trompe peut-être, je sais plus. Et elle croise sur sa route une femme pour qui elle a un coup de foudre énorme. Donc imaginez, le bouleversement que c'est quand on est marié, qu'on s'est toujours cru hétéro ou qu'on s'est jamais posé la question et que d'un coup on a un coup de foudre pour une femme et une passion qui naît pour une autre femme, c'est hyper déstabilisant. Je le sais pour le coup d'expérience, je vous en avais parlé dans ma dernière FAQ parce que ça m'était aussi arrivé. J'avais vécu une très jolie histoire d'amour avec une femme et c'est extrêmement déstabilisant parce qu'en fait, ça vient déconstruire tout ce que l'on croyait être vrai de nous. Ça vient déconstruire une identité que l'on s'est créée ou que l'on nous a créée de l'extérieur ou que l'on a co-créé avec l'extérieur, je dirais. Elle raconte ça et elle raconte tout ce qu'elle a déconstruit ensuite sur la vie en général, sur le modèle. J'adore sa philosophie de vie où en fait on la sent plein de courage, mais courage d'être soi, en fait d'exprimer au monde qui elle est et d'arrêter d'essayer de plaire aux autres. Elle est là pour être elle. Et j'adore parce qu'elle parle souvent des discours qu'elle fait à ses enfants, à ses filles. Et elle leur dit pas que la vie est merveilleuse, un peu comme le premier livre. Elle leur dit pas qu'il leur arrivera jamais rien, qu'ils seront jamais tristes. Mais elle apprend à ses filles à quel point elles sont assez fortes pour surmonter ça. Et j'adore cette philosophie de vie, j'adore cette vision du dev perso. C'est pas de dire aux gens la vie est merveilleuse, c'est de dire la vie ça peut être de la merde, mais sache que tu es assez forte, que tu as les clés pour surmonter ça et que tu peux avoir le courage, si tu vas le puiser, de surpasser ça. Je trouve ça tellement plus réaliste, c'est tellement plus vrai et je trouve ça tellement plus courageux en fait. Je vais essayer de le retrouver sur ma tablette parce que ce qui est très pratique sur les tablettes, bien que je préfère 1000 fois lire un vrai livre, c'est qu'on peut surligner, vous savez, une fois qu'on a terminé le livre, on peut exporter un document qui répertorie un peu toutes les phrases que l'on a surlignées. Donc j'aimerais bien essayer de vous retrouver des trucs, un peu des citations et des idées pour que vous puissiez voir le genre. Le tactile est tellement mal fait par rapport aux iPhones et tout, c'est catastrophique. Ah, j'arrive pas, je galère. J'ai l'impression d'être une vieille. J'ai commencé à clamer mon droit et ma responsabilité de tout ressentir. Même quand cela me coûtait du temps et de l'énergie, que cela me rendait un peu moins efficace, un peu moins accommodante, un peu moins agréable. J'ai appris que je ne me libérerais jamais de la souffrance, mais que je pouvais me libérer de la peur de souffrir et que cela suffisait. Je peux me servir de la souffrance pour grandir. Que cela me plaise ou non, la souffrance est le carburant de cette révolution. Tout ce qu'il me faut pour devenir la femme que je suis destinée à être se trouve dans les sentiments que j'éprouve en ce moment. La vie est une alchimie et les émotions sont le feu qui me transforme en or. Je comprends maintenant que personne au monde ne sache ce que je dois faire. Les spécialistes n'en savent rien. Prêtres, psychologues, magazines, écrivains, parents, amis, ils ne savent pas. Pas même les gens qui m'aiment le plus. Car personne n'a jamais vécu ou ne vivra jamais la vie que j'essaye de vivre, avec mes talents, mes problèmes, mon passé, mon entourage. Chaque vie est une expérience sans précédent. Cette vie n'appartient qu'à moi. Il n'est jamais garanti que la vie la plus belle et la plus sincère soit une vie facile. Il faut se défaire de ce mensonge. Les femmes altruistes contribuent à former une société efficace, mais pas une société sincère, belle et juste. Quand les femmes se perdent, le monde s'égare. Nous n'avons pas besoin de davantage de femmes altruistes. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est plus de femmes si désintoxiquées des attentes du monde qu'elles ne sont remplies que d'elles-mêmes. Ce dont nous avons besoin, c'est de femmes emplies d'elles-mêmes. Une femme emplie d'elle-même se connaît et se fait assez confiance pour dire et faire ce qui doit être fait. Elle laisse le reste brûler. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous lire l'entièreté du livre. J'ai trouvé que ce livre était une véritable ode à la libération, à la liberté en tant qu'individu, en tant que femme, à la libération de ce que l'on est vraiment, de ce que l'on a envie d'être en tout cas, parce que ce que l'on est vraiment, ça voudrait dire qu'on a une essence de base et que ça, j'en sais rien, c'est encore une croyance. Mais en tout cas, c'est une libération de la personne que l'on a véritablement envie d'être, pour arrêter d'être la personne que les gens
attendent de nous. J'ai trouvé que c'était une véritable ode à tout ça et en même temps une véritable ode à l'amour et à la vie en fait, tout simplement. Voilà, j'avais très envie de vous parler de ces 3 livres qui m'ont fortement marqué, que je vous recommande vivement. Ces 3 livres que je vais garder précieusement et relire avec grand plaisir, que ce soit maintenant ou plus tard. C'est typiquement 3 livres à offrir autour de soi, selon moi en tout cas. Donc je ne peux que vous les recommander. Je vous mets les liens en barre d'infos. Dites-moi si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous ont fait penser à d'autres types de lectures dans le même style. Je prends d'autres références avec grand plaisir. Et écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. Et on se retrouve dans 2 semaines ici sur YouTube et en attendant sur Instagram. À très vite. Bye bye. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden